Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 18 mars. En Corse, pour présider l'Assemblée territoriale, on prend les mêmes, José Rossi et Jean Badjon, mais toute la famille nationaliste se rassemble. L'Institut national de la statistique, INSEE, publie une série de données sociales sur la société française révélant beaucoup d'inégalités. Semaine nationale des personnes handicapées physiques, reportage dans une maison d'accueil pour les adultes polyhandicapés et question à notre invité Michel Creton sur les besoins actuels. Comment résoudre les problèmes de la Bibliothèque nationale de France? Première enquête au sein du bâtiment de Paris-Tolbiac. Ouverture du 19e Salon du Livre à Paris, enquête dans ce journal sur l'économie de l'édition francophone. En Corse, pour diriger l'Assemblée territoriale, il n'y aura pas de changement après les résultats électoraux de dimanche dernier. Aujourd'hui, José Rossi, député démocratie libérale, et Jean Badjon, RPR, ont été réélus, mais ils disposent d'une majorité relative, ce qui ne facilitera pas leur tâche. Reportage Pascal Doucet-Bon, Arnaud Boutet et Bernie Mériot. Ils ont gagné leur pari. José Ross et Jean Badjon, respectivement président de l'Assemblée et président de l'exécutif corse sortant, ont conservé leur mandat. Résumé ainsi, la question pourrait paraître simple. Le problème, c'est qu'après le scrutin de la semaine dernière, la droite ne dispose plus de majorité absolue. L'Assemblée sera bien difficile à gouverner. Vous n'avez jamais entendu dire qu'une Assemblée était fragile parce qu'elle avait une majorité relative, sans quoi vous auriez fait le tour de France et vous le referiez tous les soirs. Sous-entendu, la Corse est loin d'être la seule région privée de majorité absolue. Une majorité que chacun s'est appliqué à rechercher en vain jusqu'à la dernière minute. Jamais les voix des petites listes n'avaient été aussi convoitées, jamais l'émiettement de l'électorat corse n'avait atteint un tel niveau. Courtisé, Toussaint Luciani sans étiquette et ses 3 sièges. Il a laissé planer le doute, mais n'a finalement passé aucune alliance. Quant à lui, il a été contacté par la droite comme par la gauche, mais Philippe Sekeldi a annoncé très vite la couleur. J'ai vu ceux qui ont voulu me voir, mais il y a belle lurette que je ne discute plus avec personne. De quoi réduire les derniers espoirs de la gauche plurielle et de ses 11 sièges. Émile Zuccarelli et ses alliés n'ont même pas pris part à l'élection du Conseil exécutif. Les membres de la nouvelle Assemblée vont devoir maintenant négocier au cas par cas sur chaque dossier et les grands travaux sont d'importance. Il y a quelques dossiers essentiels qui vont venir à l'Assemblée rapidement. Le dossier du statut fiscal, le dossier des transports, le dossier du schéma d'aménagement de la Corse. Et bien sûr, ces dossiers, il n'est pas bon qu'une majorité fût-elle absolue impose à l'opposition des choix qui concernent toute la communauté insulaire. José Ross devra compter aussi avec les nouveaux arbitres de l'hémicycle, les nationalistes de Jean-Guy Talamone et leurs 8 sièges. Le président a appelé chacun à la bonne volonté. Il en faudra beaucoup pour éviter le blocage systématique des institutions régionales. Mais l'événement politique en Corse, c'est moins ce qui s'est passé à cette assemblée territoriale que les retrouvailles hier soir en Haute-Corse des militants nationalistes issus d'une dizaine de partis de toutes tendances. Pas de cagoule pour cette rencontre apparemment fraternelle après des affrontements fratricides de plusieurs années marqués par une vingtaine d'assassinats. Tous les nationalistes qui se sentent poussés par les derniers résultats électoraux ont un adversaire, voire un ennemi commun, l'État et son représentant, le préfet Bonnet. Reportage Michel Fine. Les nationalistes affirment qu'il s'agit d'une rencontre historique. C'est en tout cas du jamais vu depuis 9 ans. Côte à côte, les durs et les modérés, ceux qui prônent la violence du FLNC, ceux qui l'ont condamné depuis longtemps. À la même tribune, les ennemis d'hier, réconciliés après des années de guerre fratricide. Il n'y a pas si longtemps, certains, parmi cette assemblée, cherchaient à s'entretuer. Mais aujourd'hui, voici le nationalisme réunifié, du moins en façade, sur le dos de l'état de droit. D'accord à cette unification que nous espérons tous et que nous voulons tous. D'accord à la solidarité devant la répression, comme nous l'avons été souvent dans le temps. Ces nationalistes sont là pour répondre à ce qu'ils appellent les agressions de l'État. La répression, selon eux, ce sont les interpellations menées dans le cadre de l'enquête sur la mort du préfet Erignac ou encore l'action de son successeur. Et le préfet, Bonnet, quand il reçoit des gens, il dit ce n'est pas la peine de chercher. Voilà qui a tué Erignac, voilà qui conduisait, voilà quel est le chauffeur, voilà quel est le groupe. Malheureusement, nous n'avons pas de preuves. Alors écoutez, puisqu'ils connaissent les types,
ce n'est plus la peine de continuer à interroger les autres, à les bousculer, à les frapper, à les maltraiter, etc. Aux élections territoriales, la liste nationaliste corsicanadienne a fait plus de 16%. Le succès lui donne des ailes. Eh bien, pendant des années, la France, le gouvernement français, a introduit le venin de la division au sein du mouvement national. Et il est clair que les nationalistes sont tombés dans le piège. Aujourd'hui, ils ont tiré les enseignements du passé et ont décidé de renverser la tendance qui était à la division, à la dispersion, pour aller vers le rassemblement des nationalistes, pour défendre la Corse. Toutes les tendances du nationalisme seront réunies à nouveau le 7 avril, cette fois devant le tribunal de Bastia. Ce jour-là comparaîtront les 5 nationalistes interpellés lundi après l'agression d'un capitaine de gendarmerie. À noter que le trafic des navires de la Société nationale Corse-Méditerranée, SNCM, est paralysé depuis jeudi matin entre la Corse et le continent. La grève doit se poursuivre jusqu'à dimanche. L'édition 99 des données sociales de l'INSEE, la voici, Institut national de la statistique et des études économiques, révèle l'état des lieux de la société française dans plusieurs domaines, et notamment l'emploi, les conditions de vie, la protection sociale, les revenus et le patrimoine. Dans les 506 pages de cet ouvrage, tout est passé en revue concernant la vie des Français. Et on y constate de très nombreuses inégalités, certaines ayant même tendance à s'accroître. Explication Yann Fronti. Un rapport qui contredit parfois les clichés et les idées reçues. La France terre d'asile, pas si sûre. En 95, 40 000 immigrés sont arrivés sur notre sol, ce qui place la France en queue du peloton européen, 12e, très loin derrière l'Allemagne, premier pays d'accueil de l'Union européenne, 400 000 nouveaux immigrés par an. Côté revenus et patrimoine, les inégalités s'accentuent. En 6 ans, de 89 à 95, les revenus les plus élevés ont progressé 2 fois plus vite que les revenus les plus faibles. Et en 95, la moitié des ménages français disposaient d'un niveau de vie inférieur à 7 500 francs par mois. Parallèlement, les retraités ont vu le leur s'améliorer. Des retraités actifs, 40% d'entre eux adhèrent aujourd'hui à une association, un pourcentage qui a doublé en 20 ans. Intérim, travail à temps partiel, contrat à durée déterminée, en 10 ans, tous ces emplois se sont généralisés. De 90 à 98, leur nombre a augmenté d'1 tiers. Autre évolution, c'est dans les PME et non plus dans les grandes entreprises que les emplois se créent aujourd'hui. 1 tiers des salariés y travaillaient en 96. Le bac est-il toujours un examen redouté? En 10 ans, le nombre de bacheliers a en tout cas presque triplé, 63% en 95, seulement 24% en 75. Mais là aussi, les inégalités sont criantes. Selon l'origine sociale, les chances d'obtenir son diplôme varient du tout au tout, 25% dans un cas pour un enfant d'ouvrier et 80% pour un enfant de médecin ou d'avocat. Le Sénat a tout simplement supprimé la proposition de loi concernant le pacte civil de solidarité, le PACS. Un amendement du RPR Patrice Gélard a été voté par 216 voix contre 99. Les sénateurs RPR, UDF et Démocratie libérale ont rejeté un texte où le PACS serait pour eux, je cite, un sous-mariage qui ne veut pas dire son nom. Reportage Jean Wittenberg et Marcel Martin. Là, vous dépassez les bornes. Je suis une femme libre, Monsieur le Président de la Commission des lois. Même la traditionnelle ambiance feutrée du Sénat en a pris un coup. Le PACS, décidément, ne saurait être discuté sans passion. Ici, la droite s'est choisi un nouveau porte-voix, Patrice Gélard, pas mécontent de tenir la vedette. Cet élu RPR a fait voter rien moins que la suppression du PACS. À la place, une nouvelle définition du concubinage, la preuve selon lui que le Sénat sait s'adapter. Merci. Quand on dit que quelqu'un est ringard, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'adapter. Là, c'est l'inverse. C'est nous qui nous adaptons et c'est l'Assemblée nationale qui a proposé quelque chose d'irréaliste et d'irréalisable. Le résultat, c'est qu'Elisabeth Guigou se lance dans une nouvelle bataille. Après le marathon de l'Assemblée l'automne dernier, retour à l'explication de texte. Le PACS, ce sont de nouveaux droits en matière de succession, en matière fiscale, un plus pour les couples non mariés, notamment homosexuels. Je note, c'est ça qui me redonne, si vous voulez, malgré la répétition, comme vous dites, des arguments, que tout de même, grâce à l'existence de ce débat, aujourd'hui, très peu nombreuses sont les personnes qui osent ostraciser, en tout cas dans les hémicycles, les homosexuels. Et c'est bien la question centrale qui a aujourd'hui fait débat au Sénat. Un couple peut-il être reconnu dès lors qu'il unit 2 personnes, quel que soit leur sexe? Il y a des concubins hétérosexuels et c'est la grande majorité. Et il y a un concubinage homosexuel et il est temps de le reconnaître expressis verbis. Ça ne sert à rien, ces précautions. Dans les tribunes réservées au public, la députée Christine Boutin. Elle a pu assister ce soir au rejet du PACS par le Sénat. Rejet de pure forme. Dans 10 jours, l'Assemblée nationale
rétablira le texte. Les présidents du RPR et de Démocratie libérale, messieurs Philippe Séguin et Alain Madelin, présentaient aujourd'hui leur programme pour les élections européennes. 10 engagements qui s'opposent au projet socialiste et qui sont un soutien, selon leurs auteurs, à la politique européenne du président de la République. Puis d'autre part, M. Séguin a estimé que la place accordée par les médias à l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, qui mettent en cause M. Chirac, cette place était tout à fait excessive. Dans le secteur agricole, les éleveurs de porcs sont de nouveau inquiets. Le cours de la viande porcine a de nouveau chuté aujourd'hui, s'établissant à 5,22 francs le kilo, perdant 85 centimes en 2 jours. Au congrès de la FNSEA, la Fédération nationale des exploitants agricoles, le ministre Jean Glavany, accueilli dans le calme, a affirmé qu'il avait encore espoir que l'on pouvait améliorer les choses sur la réforme agricole commune, et ce, à l'occasion du prochain sommet européen de Berlin. Ce sera les 24 et 25 mars prochains. Compte rendu, Éric Mézy avec Philippe Deslandes. Elle est bien fatiguée, cette vache, d'attendre l'arrivée du ministre de l'Agriculture. Car traditionnellement, c'est lui qui clôt le congrès de la FNSEA. Cette année, pas de sujet qui fâche au programme. En pleine réforme de la politique agricole commune, le syndicat paysan s'est au contraire ressoudé. Le compromis trouvé à Bruxelles sur la baisse des prix agricoles inquiète plus que jamais. Luc Guyot n'a pas hésité à reprocher à Jean Glavany son manque d'agressivité. Vos réserves ne portent que sur le volet financier. Avez-vous fait des réserves formelles sur tous les sujets qui inquiètent les agriculteurs? Je n'ai pas vu de condamnation ferme des propositions laitières. Tout ça est pourtant de votre responsabilité de ministre de l'Agriculture. Votre position me fait penser à cette phrase de Coluche. Je ne suis ni pour ni contre, tout le contraire. Pour Jean Glavany, il s'agissait d'un baptême du feu. D'emblée, il reconnaît qu'il n'a pu empêcher la réforme du secteur laitier. La France était trop isolée. Quant à la baisse des prix de la viande bovine et des céréales, il affirme que tout n'est pas perdu. Je pense qu'il est encore temps de poursuivre, puisque rien n'est signé, puisque rien n'est fait. Il y a encore de l'espoir pour améliorer les choses. Et moi, je compte bien sur le chef de l'État et le chef du gouvernement pour améliorer ce paquet au-delà de ce que j'ai pu faire moi. Le 25 mars, au sommet de Berlin, ce sera donc à Jacques Chirac et à Lionel Jospin d'intervenir. Ils devront convaincre leurs partenaires européens de revoir le compromis. À Montpellier, pour la deuxième journée du rassemblement sur la prévention de la délinquance, le Premier ministre a réaffirmé que prévention et sanctions étaient indissociables. Alors hier, dans cette édition, nous vous donnions à entendre les jeunes de Bouffémont, dans le Val d'Oise, engagés dans une action contre la violence dans les cités. Stop à la violence, c'est le nom de leur association. Eh bien, ces jeunes ont présenté au chef du gouvernement leurs idées. Voyez le reportage de Patrick Fandiot et Rémi Poissonnier. Ils se sont sagement installés dans la salle du colloque. Ils ont sagement écouté les différents intervenants. Mais les jeunes auteurs du manifeste contre la violence ne voulaient surtout pas rater le clou de ces rencontres consacrées à la prévention de la délinquance, le discours du Premier ministre, assis à seulement quelques rangées d'eux. À la tribune, Lionel Jospin leur a adressé un clin d'œil particulièrement appuyé. Quand ces jeunes nous disent que tout le monde a le droit d'être protégé, qu'ils ne veulent plus rester seuls face à la violence, que le respect doit être mutuel, j'ai envie de leur répondre, comme j'ai entendu Claude Barthelone le faire l'autre jour, top là. En effet, nos responsabilités, avec eux, nous entendons bien les prendre. L'effet du discours était recherché, la rencontre avec les jeunes un peu organisée, mais le dialogue a pu se nouer. L'intérieur est là. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut envisager comme mesure aujourd'hui à prendre pour améliorer un petit peu les relations entre jeunes justement et représentants de la loi? Et vous dites vous-même que ça va prendre du temps, hein. C'est aussi, il faut qu'il y ait à la fois que la jeunesse sur une façon sourde, ne soit pas dans l'inquiétude. Il faut que vous aussi vous contribuiez à limiter les phénomènes de violence. Et puis nous, il faut qu'on agisse sur tous les plans qui sont les nôtres. Les lycéens de la banlieue nord de Paris sont repartis satisfaits d'avoir été entendus. Même la possibilité d'une éventuelle récupération politique ne les effraie pas. Ce qu'on espère, c'est que tout le monde nous récupère parce que cela voudrait dire que le message est passé. Nous, notre objectif, c'est de faire passer un message, de dire ce manifeste est un outil de travail, que tout le monde en parle. Et si tout le monde nous récupère, alors ça veut dire que c'est gagné parce que ça veut dire que tout le monde a trouvé que ce message est bon et que c'est passé. Plusieurs manifestations, plusieurs autres rencontres avec le monde associatif sont prévues dans les prochains jours, avec l'objectif de donner au manifeste, de manière définitive, une dimension nationale.
À Toulon, la justice a mis 6 mois pour reconnaître son erreur. Un homme de 40 ans avait été écroué en septembre dernier pour le viol de 2 fillettes. Celle-ci avait cru le reconnaître, mais cet homme était innocent. Ce sont des tests ADN qui l'ont prouvé. D'habitude, il faut quelques jours pour les analyses. Cette fois-ci, 6 mois d'attente en prison pour cet homme. Dans le nord, près de Lille, des plongeurs ont retrouvé les restes du corps de l'étudiante de 21 ans, Sandra, disparue le 15 janvier dernier. Les recherches avaient été dirigées grâce aux indications données par l'un des hommes mis en examen pour enlèvement et séquestration le 29 janvier. Dans la perspective de la manifestation samedi à Paris contre la politique du ministre Claude Allègre, il y a eu encore aujourd'hui, notamment à Besançon, des mouvements de protestation. La journée d'action de samedi est préparée par le SNES, le syndicat national de l'enseignement supérieur. Cette organisation mène la bataille de fond contre les réformes de M. Allègre, tout un dispositif syndical. Une équipe de France 2 avec Hélène Hugues, José Boulestex et Vincent Bouffartigue a observé de l'intérieur l'action du SNES, depuis les slogans prévus pour samedi jusqu'au système de comptage des enseignants grévistes, système rodé dès lundi lors d'une première journée de grève, c'était dans les collèges et lycées. Jour de grève dans l'éducation nationale. Au SNES, la première bataille à gagner est celle des chiffres. À midi, le ministère de l'Éducation annonce 32% de grévistes, le SNES 60%. Les premiers résultats très clairs. Le ministère comptabilise les résultats à partir de l'ensemble des collègues qui sont affectés dans l'établissement et non pas ceux qui sont en service seulement. Bon, nous évidemment on compte ceux qui pouvaient participer à la grève et pas seulement ceux qui enseignent dans l'établissement. Pour compter un important réseau de militants tissés dans tous les établissements de France. Ce sont eux qui font remonter les informations au secrétariat national. 54, oui. Avec 87 000 adhérents, le SNES est un syndicat de masse. 30% des enseignants du second degré ont leur carte, un pouvoir d'attraction qui repose sur un système informatique des plus performants. On a été le premier syndicat, bien avant le ministère, à donner des informations au personnel justement sur les carrières, sur les résultats de mutation, entre autres, aux adhérents et au personnel qu'on représente. Aider les enseignants à se retrouver dans les méandres de l'administration, défendre leurs intérêts, c'est sur ces fondements que le SNES a bâti sa puissance. Dans chaque conflit avec le ministère, comme aujourd'hui la réforme des lycées, on l'accuse de corporatisme. Je trouve cette critique bien injuste. Et si nous étions vraiment corporatistes, je peux vous dire que nous ne nous opposerions pas à cette réforme. Parce qu'à la limite, si les parents acceptent que leurs enfants fassent moins de français, moins de mathématiques, moins de langues vivantes, moins d'histoire-géographie, ce n'est pas avant tout nous qui sommes concernés comme professionnels de l'éducation. Ce sont leurs enfants. Le SNES demande le retrait de la réforme des lycées et l'ouverture de négociations. Fin décembre, le dialogue avait pourtant repris avec le ministère. Un accord semblait possible, mais en janvier, la contestation a gagné la base. Bien qu'étant sympathisante du SNES, je trouve que le SNES ne va pas assez loin. Il faut vraiment finir avec l'irrespect de ce ministre vis-à-vis de ses employés, entre guillemets. Aujourd'hui, le SNES perd des militants. 4000 adhésions non renouvelées, débordé sur sa gauche qui se radicalise. Il tente de prendre la tête d'une contestation plus modérée, non sans mal. On se met à côté du cortège, premier degré comme il était prévu. Samedi, lors de la manifestation nationale, ce sera l'un des défis à relever. Moi je veux bien aller avec des missions, mais en même temps, de toute façon on ne peut pas faire autrement, mais en même temps, il faut qu'on puisse dire autre chose que ça. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont attendus après-demain à Paris. Le SNES joue gros, à la fois son pouvoir de contester et son poids pour négocier. Le recteur de l'académie de Caen a confirmé l'exclusion définitive prononcée contre 2 élèves de confession musulmane portant le foulard et inscrites au collège Jean Monnet de Flers dans le département de l'Orne. Toute cette semaine, diverses réunions et manifestations étaient organisées en faveur des personnes handicapées physiques. Il s'agit de défendre la dignité de ces personnes et d'évoquer les problèmes qu'elles rencontrent chaque jour. Alors nous avons choisi un exemple, celui des adultes polyhandicapés. Pour France 2, Véronique Gaglione et Pascal Ponce se sont rendus à l'Institut Camille Claudel, à Clermont-Lérault, dans le département de l'Hérault. C'est une maison d'accueil spécialisée où résident une 50aine d'adultes. La solution est très adaptée à ces personnes polyhandicapées, bien mieux que les placements en hôpital psychiatrique ou le maintien au-delà de la limite d'âge dans des institutions pour enfants. Le premier souci en s'installant dans la région était de trouver un placement pour Amandine. Elle quittait à Montauban un établissement pour enfants handicapés, mais à 16 ans, en arrivant dans l'Hérault, pas d'institut pour elle. Toutes les portes où on allait frapper, c'était non, ça nous intéresse, c'est pas possible d'abord, pas de place.
Et les endroits où éventuellement il pouvait y avoir un débouché, c'était votre fille est beaucoup trop âgée, donc ça ne nous intéresse pas de la prendre. Il y a 6 mois, une place s'est enfin libérée à Clermont-Lérault. Une chance, l'Institut Camille Claudel accueille 50 adultes et depuis 5 ans, il ne désemplit pas. Avant son ouverture, ses résidents vivaient pour un tiers chez leurs parents, un tiers dans des centres pour enfants. Le dernier tiers était, faute d'alternative, placé dans des hôpitaux psychiatriques. On se démarque fondamentalement des hôpitaux psychiatriques essentiellement dans le fait qu'on est un lieu de vie et non pas un lieu sanitaire, de soins. Le soin fait partie de notre travail, mais surtout ce qui domine ici, c'est l'accompagnement, la qualité de l'accompagnement, le bien-être de la personne. Et je crois quelque chose qui n'a pas de prix, c'est le plaisir à vivre. L'Institut vit le plus possible ouvert sur le monde extérieur. C'est sûr, au début, certains habitants avaient peur de l'image que leur renvoyaient ces handicapés. Mais la municipalité a réussi à convaincre. Bâtir le centre ici, en pleine ville, c'était un intérêt partagé. Ça a apporté quand même 50 emplois. Ça a apporté quand même une vie dans la ville de Clermont-Lérault, puisque les résidents fréquentent tous les lieux de Clermont-Lérault, le théâtre, le cinéma, la bibliothèque municipale, les supermarchés de Clermont-Lérault, les commerçants de Clermont-Lérault. Mais cette maison d'accueil coûte cher, 20 millions de francs à la construction, 16 millions chaque année pour le fonctionnement, le tout payé par la sécurité sociale. Alors, lorsque les associations réclament de nouveaux centres, les bonnes volontés se perdent souvent dans les dédales administratifs. À Montpellier, nous avons un projet de masse de 52 places accepté par toutes les commissions et nous n'arrivons pas à avoir le financement. Si blocage il y a, le blocage il est là. Il est où alors ? Il est au niveau du ministère, excusez-moi. Il faudra donc une réelle volonté politique pour trouver un lieu de vie à tous les adultes polyhandicapés. Rien qu'ici, 100 personnes sont inscrites sur la liste d'attente. Michel Creton, bonsoir. Il y a tout juste 10 ans, vous battiez, les parlementaires votaient ce qu'on a appelé un peu rapidement peut-être l'amendement Creton. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'effectivement, comme on vient de le montrer, ça marche bien, mais il y a trop peu de maisons d'accueil? Ça en fait déjà 50 de sauvés. 50 de sauvés qui n'iront pas en hôpital psychiatrique. Et votre reportage est magnifique. Le seul drame, c'est qu'on puisse dire que ça coûte cher. Est-ce que ça coûte cher un enfant? Est-ce que ça coûte cher 50 personnes? Est-ce que ça coûte cher au Conseil général lorsqu'il y a 10 milliards d'économies sur le dernier contrat de plan? Alors, on est dans la même situation. Vous êtes en train de dire qu'il y va y avoir une semaine, c'est une semaine, il en reste 51 après. Alors c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'on parle des handicapés, des associations vont être reçues par les responsables. Attendez, moi j'ai essayé de joindre le ministre de la Santé, on m'a fait dire qu'il ne s'occupait pas des handicapés. Alors, j'espère qu'ils vont rencontrer quelqu'un de responsable pour les handicapés. Donc, en dehors de ça, ces enfants-là sont préservés, mais les polyhandicapés, quand on dit que ça coûte cher de laisser mourir un homme. Ça coûte cher, encore plus cher, quand on les met dans un hôpital psychiatrique. Parce que 20 millions pour une maison, c'est rien à côté des 1500, 2000 francs que ça coûte en hôpital psychiatrique. Alors, est-ce que dans les contrats de plan, est-ce que dans ce que vous savez, il y a une vraie volonté politique? Est-ce qu'il manque des textes, des décrets? Le dernier contrat de plan, ça c'est une honte. Dans le dernier contrat de plan ne figure pas, dans le prochain contrat de plan qui va être voté cette année, ne figure pas le mot handicapé. Alors pendant la semaine des handicapés, eh bien c'est formidable, mais on oublie de mettre handicapé. Or, le contrat de plan, c'est l'État relayé par les collectivités locales. C'est-à-dire que l'argent qui dort, qui n'a pas servi, pourrait aider à construire des maisons. Vous montrez cette maison de Clermont-Lérault. Si un sénateur comme Marcel Vidal, responsable, humaniste, socialement construit, pourquoi d'autres conseils généraux ne peuvent pas construire? Eh bien, je vais vous répondre. Je vais vous répondre parce qu'il y a un amendement qui s'appelle l'amendement Creton. Un peu rapidement, dites-vous, oui, un amendement qui a été voté il y a 10 ans et je n'ai pas fait de triomphalisme cette année. Eh bien, cet amendement s'applique malgré tout parce qu'il y a des listes d'attente considérables. Eh bien, cet amendement n'a pas de décret d'application. Le ministre, il était ministre aussi. On a oublié le décret d'application. Oui, Monsieur Evin, à qui je rends hommage ce soir. Monsieur Evin, vous n'avez pas donné de décret d'application à une loi qui a été votée. Lorsque vous avez fait votre loi contre le tabac, vous avez immédiatement signé votre décret d'application. Et l'argent, lorsque vous dites qu'il coûte cher, mais c'est votre argent, vous, moi, vous qui nous regardez ce soir. C'est cet argent dont disposent les conseils généraux et qu'ils peuvent construire. Donc, construire partout 1 ou 2 maisons, et merci de votre accueil et que France 2 ose faire ça,
c'est un merci pour tous ceux qui ne peuvent pas gueuler comme moi, parce que moi j'en ai marre. J'ai les pieds dans le béton depuis toujours, ça fait 33 ans que j'essaie d'aider ces familles, ça fait 33 ans que moi je me bats pour Laurent, qui fait 1m80, 20 kilos, et qui est toujours, lui est préservé. Mais les autres, la maman qui a 69 ans et que son enfant à 42 ans ne peut pas être placé, c'est indigne de notre pays. Pays de solidarité et de liberté. Mais c'est regarder la différence, c'est lutter contre l'indifférence. Et surtout donner de l'amour à ceux dont la vie en dépend. Merci Michel Cotin. À Paris, peu avant 19h, la délégation des Albanais du Kosovo signait le projet d'accord de paix. Ils approuvent ainsi le projet d'autonomie. Le chef de la délégation, Hashim Thaçi, a donc remis l'accord signé aux représentants des co-présidents français et anglais. Mais les Serbes ne signent pas. Et donc, Jean-Marc Ilouz, on s'interroge maintenant sur les suites immédiates de ces pourparlers. Eh bien, disons, Claude, que ces pourparlers vont être ajournés, si ce n'est cette nuit, moi demain matin. Finalement, ont tourné en rond avec les Serbes, et cela même le délégué russe le reconnaissait. Alors, peut-être les pourparlers vont-ils reprendre la semaine prochaine, mais ce n'est pas sûr. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, ici à l'avenue Kléber, la donne a changé. La signature des Kosovars, une signature si longtemps attendue, si souvent ajournée, cette signature ne marque pas seulement l'adhésion des Kosovars à un projet de paix et d'autonomie protégé par l'OTAN, elle signe aussi d'une certaine manière la mise au banc de la communauté internationale d'une Serbie qui, même si elle s'en défend, se voit aujourd'hui accusée d'être la seule ou du moins la principale responsable de la poursuite du conflit. En gros, la signature des Kosovars légitimise une intervention de l'OTAN. Une intervention justifiée mais pas forcément souhaitée, du moins pour l'instant, par les Américains. La semaine prochaine, M. Primakov, le Premier ministre russe, un allié traditionnel des Serbes, sera à Washington. D'ici là, il faut craindre que pour la population civile du Kosovo, les jours qui suivent soient sanglants. Merci. En Irlande du Nord, à Lurgan, à l'ouest de Belfast, plusieurs milliers de personnes, dont la présidente irlandaise, Mme Mary McAleese, ont assisté aux funérailles de l'avocate catholique assassinée lundi dans un attentat attribué à des terroristes protestants loyalistes. Et puis hier soir, à Lurgan, des affrontements ont eu lieu entre catholiques et protestants. La guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie continue. De très violents affrontements ont eu lieu entre les deux armées sur les lignes de frontières actuelles. Dans un premier temps, il semble que les Éthiopiens aient remporté quelques succès, mais les pertes en vie humaine seraient très importantes et certaines zones seraient truffées de mines antipersonnelles et anti-chars. La Bibliothèque nationale de France à Paris, dans le quartier Tolbiac, est l'un des établissements les plus visités de France. 1,5 million de visiteurs, des milliers de chercheurs. Mais le rapport de l'inspecteur général des bibliothèques, M. Albert Poirot, est sévère. La Bibliothèque nationale de France accumule les contre-performances, vient-il de conclure. Alors voici le constat que nous avons pu faire avec Daniel Wolfrom et Bruno Livertou, en compagnie d'une historienne au hasard de la traversée de cette très grande bibliothèque. Le savoir se mérite, semble dire l'architecte de la Bibliothèque nationale de France. Une longue marche en plein vent, c'est la surprise qui attend chaque nouveau visiteur. Cette jeune historienne, elle, est une habituée, elle boucle sa thèse dans quelques mois, pas une minute à perdre. C'est le chemin que vous faites tous les jours? Oui, c'est tout à fait le chemin que j'emprunte quand je viens à la BN tous les jours. Et alors? Et alors, quand il pleut, c'est un petit peu pénible parce que le bois, ça glisse, mais on a un système antidérapant à certains endroits. L'orientation est délicate, l'entrée de la bibliothèque, difficile à trouver. Où est-ce que c'est indiqué? C'est indiqué en tout petit, il faut arriver à le voir et c'est pas évident. Tout est informatisé ici, c'est ce qui fait l'originalité de cet établissement par rapport à l'ancienne Bibliothèque nationale. Rien n'est donc possible sans carte d'accès. Alors ça c'est le sésame de tous les chercheurs, ça permet de rentrer. Voilà, c'est parti. Dernière descente, dernier portique, au fond à droite l'entrée dite du rez-de-jardin, près de 2000 places, réservées aux chercheurs. C'est le moment de vérité, on va voir combien de livres je vais avoir aujourd'hui. Peut-être les 8, j'espère. Ah, apparemment j'ai une réponse, comme quoi il y en a un qui n'est pas là. Presque tous. C'est souvent comme ça? Ça arrive, c'est la loi des séries. Parfois vous pouvez avoir tous vos livres, mais malheureusement, régulièrement il manque des ouvrages. En cause, le système informatique, le point noir de la nouvelle bibliothèque. Chaque lecteur doit en effet perdre 24 heures en moyenne avant de pouvoir commencer ses recherches. Il faudra donc attendre au minimum l'an prochain pour pouvoir acquérir la vitesse de croisière. Je pense qu'à partir de là, il faudra nous redemander, si vous voulez, ce qui se passe. En tout cas, moi, le point que je vois assaillant actuellement, c'est ce point pour savoir quand est-ce que le système de commande, le jour même, pourra être établi.
Ils ont tout à fait raison, c'est un fonctionnement, c'est un dysfonctionnement. Nous ne leur proposons pas le service que nous devrions leur rendre à leur base. Ça sera réglé dans combien de temps? Difficile à dire, plutôt une question de mois qu'une question de semaine. Les doléances des lecteurs devraient donc être entendues, mais l'informatique est complexe et les crédits de la Bibliothèque nationale de France ne sont pas illimités. Inauguration en fin d'après-midi, porte de Versailles à Paris, du 19e Salon du Livre. C'est ouvert au public jusqu'au 24 mars. Premier visiteur, donc le président de la République et le Premier ministre québécois Lucien Bouchard, qui a toute une rétrospective Québec. Il y aura plus de 1800 éditeurs qui pourront faire les comptes. Le chiffre d'affaires de l'édition, tout livre confondu, est de 14 milliards de francs, ce qui, en francs constants, est plutôt une stagnation depuis plus de 20 ans. Sans doute la répartition des ventes est-elle aujourd'hui différente. Reportage sur l'économie du livre avec Geneviève Moll et Didier Rancoeur. Dans ces cartons, entre 60 et 300 livres envoyés par les éditeurs et que les libraires sont obligés d'accepter. C'est ce que l'on appelle l'office. Il a lieu 3 fois par mois et les libraires paient ces livres avant qu'ils ne les aient vendus. Il y a des gens qui disent que les libraires servent de banque aux éditeurs. Voilà, puisqu'en fait, tout ce qu'on achète, on le paye. C'est un système qui force un peu la main des libraires, il faut le reconnaître, mais d'un autre côté, c'est aussi le choix du lecteur, et c'est aussi une façon de montrer aux acheteurs que l'édition française, dans tous ses domaines, publie des livres à tous les niveaux, que ce soit de prix, que ce soit de secteur, par thème. Et il est vrai que dans cet office, il y a toutes sortes de livres. Alors comment choisir parmi les 47 000 titres annuels? C'est le libraire qui, là encore, va mettre en avant certains ouvrages. J'ai choisi ça, la conférence de Sainte-Gabelle, qui vient d'arriver, je ne l'ai pas encore lu, donc je le sors du carton. Je connais Lydie Salvert pour ce qu'elle a déjà fait, donc j'ai déjà un a priori favorable, donc ça me donne envie de voir ce qu'elle a de nouveau fait. L'éditeur de Lydie Salvert a employé une stratégie classique pour que le livre soit visible partout. Un gros tirage, 16 000 exemplaires, et un office important. On a fait une mise en place, c'est-à-dire un office, c'est-à-dire ce qui est envoyé d'office, si je puis dire, aux libraires de près de 9 000 exemplaires. Ça, c'est vraiment beaucoup. Beaucoup, car le tirage moyen d'un livre est entre 2 et 4 000 exemplaires, dont 800 à 1200 distribués en librairie. Pour Bernard Ouellette, qui a coédité le livre de Lydie Salvert avec Le Seuil, c'est une bénédiction. On avait besoin de quelqu'un qui nous soutienne pour un travail de presse qu'on ne... Je veux dire que techniquement, on aurait été incapable de faire en termes d'emploi du temps. Et voici comment va se répartir le prix du livre. 10% pour l'auteur, 10% pour l'éditeur, 50% pour le distributeur, 30% pour le libraire. Mais l'auteur a d'autres priorités devant la profusion des publications. Comment trouver dans cette masse énorme le vôtre? Heureusement pour elle, son livre est déjà en vitrine chez les libraires. À Lausanne, le comité international olympique est officiellement persuadé que tout ira mieux maintenant que le ménage anticorruption est fait. 6 membres du CIO ont été exclus, dont l'équatorien Arroyo et le congolais Jean-Claude Ganga. Ceux-ci ont fait part d'une certaine amertume d'être ainsi désignés bouc émissaire. Et puis une commission d'éthique a été créée. Le président Samaranch parle d'une démarche nouvelle dans l'olympisme. Un anniversaire, aujourd'hui, dans la perspective du match du tournoi des 5 nations de rugby Angleterre-France à Twickenham. Ce sera samedi et ce sera sur France 2. Il y a très exactement 15 ans, le 18 mars 1984, l'un des plus beaux joueurs, l'un des plus talentueux, Jean-Pierre Rive, annonçait sa retraite de la compétition internationale. 15 ans après, celui qu'on appelait Casque d'Or, devenu artiste peintre, sculpteur, fait mine de ne plus trop se souvenir de ses succès. Reportage, Christelle Bertrand et Philippe Jasselin. Ouvrir un restaurant, c'est le dernier coup d'essai de Jean-Pierre Rive. Aujourd'hui, cela fait 15 ans qu'il a arrêté le rugby. Rive ne fêtera pas cet anniversaire, il ne regarde jamais en arrière. Je me retourne pas trop parce que d'abord j'ai mal au cou, donc ça me fait mal au cou, mais... Mais quand il m'arrive de penser à ce moment-là qui est devenu un peu dans le brouillard, mais c'est un très très joli brouillard. Je veux dire, c'est rose, c'est un peu, comment vous expliquer, c'est comme quand vous vous réveillez, que vous savez que vous avez fait un beau rêve, vous vous en rappelez pas, mais vous savez que c'est bien. Sa tignasse blonde l'a toujours fait sortir du lot. Surnommé Casque d'Or par Roger Coudert, Jean-Pierre Rive a surtout marqué par son talent.
C'est pas un hasard s'il a été 59 fois international et 33 fois capitaine de l'équipe de France. Dans sa carrière, Rive a marqué 5 essais et bien souvent, les matchs lui ont laissé des traces. Quand il se revoit, il a même du mal à se reconnaître. Je me demande qui est ce mec-là, un peu trop blond, un peu trop blond, un peu trop remuant de temps en temps, enfin sur ce que je vois. Et comment on voit toujours les mêmes images, je me dis que finalement je faisais toujours la même chose. Alors, dès le 18 mars 1984, il a fait tout autre chose. Toujours guidé par la passion, Rive est devenu sculpteur, par hasard, comme il a commencé le rugby. Aujourd'hui, même si Casque d'Or a changé de vie, son cœur est toujours du côté de l'Ovalie. J'ai un peu oublié le fait que j'avais joué. Et ça, c'est plutôt bien parce que quand je regarde le rugby, je suis très impressionné et je trouve qu'ils sont héroïques, fantastiques et magnifiques. Samedi, Rive va vivre Angleterre-France devant sa télévision entre les deux services. Et il aimerait bien que ce soit l'Angleterre qui paie l'addition. Nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous rappelle 2 informations que nous avons développées. Tout d'abord en Corse, l'Assemblée territoriale reconduit à sa tête José Rossi, Démocratie libérale et Jean Badione, RPR, mais avec une majorité relative. Et puis les nationalistes se rassemblent. Et puis la semaine nationale des personnes handicapées. Le financement des maisons d'accueil pour personnes polyhandicapées n'est pas assuré dans les contrats de plan. Les décrets d'application ne sont pas parus. Michel Creton est venu le dire sur ce plateau. La météo, dans quelques secondes avec Sophie Davant, suivi du point route de Valérie Maurice, puis envoyé spécial avec notamment un reportage sur le blues de l'hiver, une véritable dépression baptisée DAS, le désordre affectif saisonnier. À 1h du matin, le journal avec Florence Duprat, suivi de la 25e heure. Demain à 13h, vous retrouvez Rachid Arabe et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.